Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vont-ils passer aux aveux, livrer leurs comparses et enfin dire ce qu'ils ont fait des 8 bijoux de la couronne dont la valeur est estimée à 88 millions d'euros? Les 2 suspects du cambriolage du Louvre ont vu hier leur garde à vue prolongée jusqu'à demain soir. Les enquêteurs espèrent avoir le temps de les faire parler. Mais pour l'heure, 3 jours après leur interpellation, Jean-Baptiste Marty, les 2 trentenaires restent mutiques. Oui, malgré la dizaine d'interrogatoires menés pour le moment, une stratégie habituelle pour ces malfrats selon Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC. Ces individus sont chevronnés, ils ont l'habitude des gardes à vue puisqu'ils sont connus des services de police. En général, les premières 24 heures, voire 48 heures, ils ne parlent pas et ne communiquent pas. Les enquêteurs vont désormais devoir mettre en place des stratégies pour les prochaines auditions. Par exemple, organiser une confrontation entre les 2 suspects pour espérer les diviser et ainsi obtenir des informations. Dans le même temps, les investigations se poursuivent pour trouver les 2 autres mises en cause. Écoutez Axel Ronde. On va saisir l'ensemble des appareils technologiques électroniques qu'ils ont à leur possession. On va les décortiquer, on va savoir avec qui ils sont en contact, avec qui ils parlent. Concernant le butin, les policiers explorent actuellement 2 principales pistes, celle d'une cachette où les suspects se sentant recherchés auraient laissé les bijoux, ou bien celle d'une fuite du trésor vers l'étranger, et cela sur ordre d'un commanditaire. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. On se souvient des mots de Nicolas Sarkozy à l'issue de sa condamnation. La haine n'a décidément aucune limite, disait-il. Eh bien, à la provocation non plus. Et la France insoumise n'a accordé à l'ancien président qu'une semaine avant de venir le narguer hier, 7 jours à peine après son incarcération à la prison de la Santé. 2 députés LFI, Daniel Obono et Hugo Bernalicis, se sont présentés avec plusieurs journalistes pour visiter le quartier d'isolement où il est détenu. Demande rejetée par l'administration pénitentiaire, mais qui n'était pas sans conséquence pour l'ex-chef de l'État, Mayhélène Trémollet. Si les élus insoumis n'ont pas pu voir Nicolas Sarkozy lors de leur passage, sa famille et son avocat ont été contraints de décaler leur visite pour protéger l'ancien président de toute photographie ou vidéo. Il faut dire que le motif donné par Hugo Bernalicis et Daniel Obono annonce la couleur, mettre en lumière un potentiel traitement de faveur. Johan Carrard, secrétaire général adjoint du syndicat national FO Justice, regrette une utilisation dévoyée du droit parlementaire. Normalement, clairement, ces visites des députés sont surtout là pour vérifier que les établissements sont conformes. Ils ne sont pas là pour vérifier des faveurs. On n'est pas là dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Toujours est-il qu'aucun député ne peut être empêché de visiter un établissement pénitentiaire ni d'être accompagné par plusieurs journalistes. S'il est impossible d'avoir accès à un détenu sans son autorisation préalable, une visite de tous les quartiers de la prison est toujours possible. Les élus insoumis pourraient donc faire le choix de revenir à la Santé dans les jours qui viennent. Ils dénoncent dans un communiqué une restriction de leur droit de visite, notamment lors de leur passage dans le quartier d'isolement. Le tribunal administratif de Paris a été saisi. Une audience est prévue cet après-midi à 14h. Mayhélène Trémollet du service politique d'Europe 1. L'examen du budget à l'Assemblée, Sébastien Lecornu l'a martelé hier, il n'a pas de deal avec les socialistes. Oui, mais c'est bien un amendement du gouvernement qui a permis hier d'alourdir la surtaxe sur les grandes entreprises. Ces rendements vont passer de 4 à 6 milliards d'euros. Les socialistes s'en félicitent, mais ce qu'ils attendent surtout, c'est le débat cette semaine sur la taxation des hauts patrimoines. Et si la taxe Zuckman ne devrait pas passer, eh bien le PS négocie avec Matignon pour en faire adopter une version allégée. De quoi parle-t-on exactement, Aurélien Fleureau ? Alors, en termes d'impact, la grande différence avec cette proposition du PS, c'est qu'elle ne prendrait plus en compte le patrimoine professionnel et ne concernerait plus les entreprises innovantes jusqu'à 1000 salariés. Une manière de répondre à la polémique autour de la start-up Mistral, pépite française de l'intelligence artificielle valorisée à près de 12 milliards d'euros. Elle serait donc épargnée, tout comme les entreprises familiales, c'est-à-dire quand les membres du foyer fiscal détiennent plus de 51% des droits de vote. Et cette version allégée ne taxerait plus à hauteur de 2% le patrimoine des fortunes supérieures à 100 millions d'euros, mais 3% à partir de 10 millions d'euros. Plus de contribuables, oui, mais moins de revenus puisque cela rapporterait entre 5 et 7 milliards d'euros par an selon les socialistes, soit 3 fois moins que la taxe Zuckman dans sa version initiale, qui avait d'ailleurs été rejetée la semaine dernière en commission des finances et qui aurait peu de chances d'être votée en l'état à l'Assemblée. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. C'est une structure qui se décrit comme un institut d'initiation aux sciences de l'islam. Mais à Antony, dans les Hauts-de-Seine, l'institut Al-Foulk était bien plus inquiétant que cela. Ouais, la semaine dernière, le préfet des Hauts-de-Seine l'a fait fermer pour raison de sécurité. Mais parmi les arguments de la préfecture figurent aussi le profil du dirigeant de l'établissement, Serge Altaparo, auteur de prêches violents contre les élus, les homosexuels ou les femmes, et les règles anti-laïques de la structure que détaillait ce matin sur Europe
Europe 1, l'essayiste Nahem Bestanji. Les femmes, elles, doivent être entièrement voilées sur la photo. Et quand elles se présentent, elles doivent être cachées de la tête aux pieds, ne doivent être visibles que les mains et le visage. Et si elles veulent vraiment s'inscrire dans cette association, elles doivent avoir l'autorisation de leur tuteur, c'est-à-dire leur père ou leur mari. C'est que pour eux, il n'y a aucun problème à mettre ça sur un site internet et que c'est accessible à tous. Ils ne voient à ça aucun problème. Nahem Bestanji, auteur de l'ouvrage Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile, invité d'Europe 1 matin. Interview complète à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. La guerre contre l'islam radical qui prend une résonance particulière alors que la France s'apprête à commémorer les 10 ans des attentats de Paris, 132 morts et des milliers de blessés. Et des terroristes dont certains ont déjà terminé de purger leur peine, issus d'une génération de djihadistes que les renseignements surveillent de près, avec cette crainte, celle de la récidive. C'est le deuxième épisode de notre série Europe 1, djihadistes en liberté, signé William Molinier. Le risque de récidive en matière terroriste intervient dans les 7 à 10 ans. Ce temps est plus long que pour les crimes ou les délits relevant du droit commun. Youssef Etaoujar est l'illustration de la nécessité de suivre les djihadistes même à leur sortie de prison. En 2015, cet islamiste vient alors de purger 5 ans de prison pour avoir voulu se rendre en Syrie. Il est assigné à résidence au domicile familial. Les services antiterroristes le suivent de très près, convaincus qu'il n'en a pas fini avec l'action violente. Il dissimule ses conversations via des messageries cryptées. Surtout, il continue de côtoyer ses amis radicalisés. Lors de la perquisition, les policiers de la DGSI découvrent dans une trappe un pistolet d'alarme, des photographies de l'État islamique ainsi qu'une dizaine de téléphones. Dans l'un d'entre eux, des brouillons qui contiennent des numéros de plaques d'immatriculation. L'une correspond à une voiture, celle de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur à l'époque. Youssef Etaoujar a pris 12 ans de prison en récidive légale. Il est aujourd'hui déjà libérable. William Molinier, djihadiste en liberté, série Europe 1, retrouvée sur europe1.fr. Et puis la Jamaïque en alerte maximale à l'approche de l'ouragan Melissa, catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson. Déjà 3 personnes sont mortes alors qu'elles se préparaient à l'arrivée de cet ouragan en coupant des branches, en travaillant sur des échelles. Faut dire que les vents sont d'une force extrême. Les rafales soufflent plus fort qu'un TGV lancé à pleine vitesse, Anissa Haddadi. Oui, en rafale, le vent pourrait atteindre entre 340 et 350 km/h. 250 km/h, c'est le vent qui touche actuellement la Jamaïque, car la Jamaïque est déjà touchée par l'ouragan Melissa. C'est l'œil de l'ouragan qui va toucher l'île à 13h, avec des vents à 250 km/h au moment de l'impact, des pluies torrentielles qui pourront apporter 1000 litres d'eau par mètre carré, des inondations très importantes attendues sur cette petite île. Et ce qui inquiète le plus les spécialistes, c'est la lenteur de cet ouragan qui circule à seulement 4 km/h. C'est-à-dire qu'il va rester posté sur l'île de la Jamaïque pendant plusieurs heures, jusqu'à ce soir ou demain matin, où on attend évidemment des inondations côtières graves, des éboulements de terrain et de nombreux dégâts. Merci Anissa. Déjà 7 morts dans la région caribéenne à cause de cet ouragan Melissa, dont on suivra de près la trajectoire. Un mot de voile. Les ultimes de la Transat Café L'Or passent ce matin au large de Lisbonne. Ils se dirigent d'ailleurs vers la Caraïbe, puisqu'ils vont en Martinique à 8h30 sur Europe 1. Vous entendrez Tom Laperche, co-skipper du SVR Lazartigue. Voilà, qui nous fait vivre chaque matin sur Europe 1 sa Transat Café L'Or. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, Éric Coquerel est l'invité politique sur Europe 1. 7h, 9h.